Bienvenue à bord du podcast Déboussolé, où nous allons explorer toutes les facettes de l'intersectionnalité. Pour ce faire, nous allons inviter différentes personnes, des personnes expertes autant académiques que des experts de vécu. Ce podcast est le fruit du travail d'un groupe qui se réunit maintenant depuis 2 ans. Ce groupe est nommé Groupe Intersectionnalité. Il évolue au sein de l'association BIPAX, qui est une association d'éducation permanente et de lutte contre les discriminations racistes. Ce podcast se fait en partenariat avec Média Animation, qui est une association d'éducation aux médias. Ici Mehdi, à la barre, et je serai votre guide durant ces explorations. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans le podcast, dans ce nouvel épisode des Déboussolés, nous allons aborder la thématique de la convergence des luttes. Sujet très épineux, notamment parce qu'il ne fait pas l'unanimité. Aujourd'hui, pour ce faire, nous avons invité Océane. Océane, bonjour. Bonjour à tous et à toutes qui nous écoutons. Dans un premier temps, je vais te poser la question un peu traditionnelle de notre podcast concernant la convergence des luttes ou de manière générale. Océane, est-ce que tu te sens déboussolée ? J'adore l'accroche. Oui, quand même, assez déboussolée, surtout avec le climat politique actuel, tant national que mondial. Et comment est-ce qu'on converge nos luttes quand il y a encore de plus en plus des discours polarisés. Ouais. Donc c'est et ça, évidemment, compliqué. On va prendre tout le temps d'en parler ensemble, effectivement. Et du coup, tu en as déjà un tout petit peu parlé, mais donc j'aurais un peu savoir qui tu es, que tu te présentes peut-être en quelques mots, et que tu me dises un peu mais d'où tu parles, en fait, enfin, qui es-tu et voilà, de quelle vision tu portes. Ok, super. Je trouve ça bien important de préciser d'où je parle parce que c'est vraiment important de se situer quand on a un discours. Alors moi, je m'appelle Océane Toukam, j'ai 28 ans. Je suis du coup consultante et formatrice en antiracisme, décolonisation et aussi équité, diversité, inclusion. C'est ce grand mot où on met un peu tout et n'importe quoi, mais qui veut dire quelque chose en fait. Et sur le côté, je suis surtout engagée au niveau de la militance sur les luttes antiracistes et décoloniales. Et en fait, je me dis... Je tends à un afroféminisme. Je dis pas que je suis afroféministe parce que je pense qu'il y a vraiment une vision politique derrière et que j'essaye vraiment d'y tendre. Mais voilà, il y a certains aspects où je trouve que je suis pas encore à ce niveau-là. Donc, je veux plutôt dire que je tends vers un afroféministe. Mais si je dois me décrire au niveau du féminisme, je dirais que je suis afroféministe, quoi. Et ma position dans laquelle je parle, c'est hyper important, c'est que je suis belge d'origine camerounaise. Donc, je suis donc née en Belgique. Et ça, c'est important pour moi de le préciser quand même si je suis très fière de mes origines. Mais du coup, ça constitue aussi la personne que je suis. Et il y a ce terme un peu qui a été inventé, tu vois, d'afropéen. Et donc, moi, je me retrouve fort dans ce terme-là. Parce que j'ai grandi avec la culture aussi belge, qui veut dire que j'ai aussi certains biais, mais aussi certaines injonctions sans m'en rendre compte, tout en ayant cette culture en fait camerounaise et aussi cette vision en fait de voir la vie. Et donc voilà, je me situe vraiment comme ça, et aussi au niveau de la classe parce que c'est aussi important. Je suis issue du milieu universitaire, donc ça veut dire aussi beaucoup de choses sur la manière dont je vais aborder les thématiques et aussi au niveau de mon combat, qui va pas être le même. Et je viens d'une classe moyenne aussi. Donc voilà, pas d'une classe pauvre et d'une classe moyenne issue d'immigration. Une présentation très très complète. Oui, je pense qu'on n'a pas encore eu de présentation aussi complète, mais c'est très bien, c'est parfait. Merci. Du coup, on voit beaucoup mieux d'où tu parles, comme tu l'as dit, c'est très 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 important. Et ça va aussi, je pense, revenir aussi dans les sujets qu'on va aborder. Forcément, la position de notamment au sujet de la convergence des luttes, ça va forcément dépendre de qui on est, d'où on parle, comment est-ce qu'on est inclus ou pas dans ces dynamiques-là. Tu m'as déjà parlé forcément de ton militantisme, la manière dont tu le voyais. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus ce que tu entends par afroféminisme, par exemple ? Ok. Quand je dis que je tends vers l'afroféminisme, c'est parce qu'on a une tendance avec de ne pas comprendre les conceptions du vocabulaire, alors que c'est vraiment important, surtout dans les luttes militantes. Il y a une raison pourquoi certains mots sont inventés, c'est comme le mot woke, d'où est-ce qu'il vient de base et comment est-ce qu'il est dérivé maintenant. Voilà, donc ça c'est vraiment un sujet à part, mais ça veut dire beaucoup aussi en fait. Et pourquoi est-ce que je dis que je suis afroféministe, que je tends vers l'afroféminisme en tout cas, c'est parce que c'est vraiment cette vision politique, donc c'est pas une labellisation, une vision politique qui s'ancre dans les féministes noires, parce qu'il y a plusieurs féministes
féministe noir aussi. On parle souvent d'un féminisme, il y a plusieurs féminismes noirs, et qui tend vers du coup, vraiment cette intersection entre la race et du coup le sexisme, mais aussi l'hétérosexisme, la classe, vraiment de prendre en compte toutes ces intersections et d'avoir une vision politique d'avancement et aussi ancrée dans un contexte post-colonial européen. D'où le fait en fait que ça se différencie du black féminisme qui n'a pas le même ancrage, et l'ancrage géographique va aussi avoir une détermination au niveau de nos combats, tout en gardant un pont, vu qu'on parle de post-colonial, un pont avec les anciens territoires colonisés, un pont avec nos sœurs qui sont du coup sur le continent africain ou sur les îles dites outre-mer, je dis de grands guillemets parce que il y a tout un problème avec ce mot outre-mer aussi, et donc voilà, c'est là où je me place par rapport à l'afroféminisme pour vraiment tendre vers cette vision politique et aussi finalement très inclusive. Ouais. C'est intéressant quand tu parles de plusieurs styles, en tout cas, de féminisme noir. Comment est-ce que tu penses que... Enfin, est-ce que déjà, ces différents féminismes interagissent les uns avec les autres? Est-ce qu'il y a déjà une forme de collaboration ou de cohabitation? Comment tu le vois? Oui, moi, je vois ça vraiment comme des collaborations, ou en tout cas, si pas des collaborations, des communications. C'est comme qu'on va en revenir, mais c'est un peu la convergence des luttes au final, parce que certes, on parle des féminismes noirs, donc il y a quand même le femme noire qui est mis en avant, mais il y a vraiment des aspirations différentes. On va avoir des personnes qui vont dire féministes. Alors, bon, pour moi, on n'est pas féministe quand on est transphobe, mais en attendant, c'est comme ça. Il y a des féministes noirs qui vont dire féministes noirs, mais qui vont être vraiment très TERF, en fait, au final, donc très transphobes. Donc, ça ne va pas embrasser du tout mes valeurs. Donc, je ne vais pas pouvoir me rapprocher de style de groupe et dire que je suis avec elles. Cependant, il va y avoir des convergences au niveau de certains types de combats et certains types de luttes. Et donc, moi, je recommande vraiment... Fania Noël, qui a écrit un livre incroyable. Il est petit, il est super, sur les 10 questions du féminisme noir. Et là, en fait, elle débunk tout et elle aborde toutes les surfaces. Et moi, ça m'a permis encore plus de mettre des termes et des mots sur ce que je vivais et comment est-ce qu'avec d'autres personnes que je rencontrais, qui me ressemblaient finalement, mais on n'avait pas les mêmes idéaux politiques à 100%, comment ça s'expliquait, en fait. Et c'est parce qu'il y a vraiment une diversité, il n'y a pas un universalisme. Et donc, c'est là où je mettrais l'attention de ce côté-là, ouais. D'accord. Alors, j'allais justement te poser la question, mais tu as déjà pris de l'avance, c'est parfait. C'est justement, est-ce que selon toi, c'est possible d'avoir une véritable convergence des luttes et si oui, comment? Mais je pense que c'est possible parce que c'est nécessaire. C'est-à-dire que si on ne fait pas une convergence des luttes, on n'arrivera pas à transformer un système qui est en lui-même... interconnectées, c'est-à-dire que toutes les oppressions sont interconnectées, elles sont liées. Patricia Hill Collins, elle parlait de matrice de domination, et c'est vraiment ça qu'on doit avoir en tête, je pense, c'est que toutes ces oppressions et ces dominations sont interconnectées, donc pour y répondre, il faut aussi qu'on lie nos différentes luttes, nos différents combats. Et d'où le principe d'intersectionnalité aussi pour comprendre, mais ça, on pourra en parler un peu plus tard. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a une possibilité d'avoir des convergences des luttes, mais je pense que souvent, elles sont vidées de leur sens. On a des convergences des luttes, entre guillemets, qui sont liées menées par le centre, par une vision du centre, surtout, en fait. Donc, c'est pas un vrai centre, mais c'est un centre comment dirais-je, qui s'impose, voilà. C'est un centre qui s'impose comme étant centralisé, comme étant universel. Moi, je parle beaucoup de féminisme blanc dans ce cadre-là, parce qu'en tant que féministe, c'est un peu ma référence pour aborder ces thématiques de convergence. Mais c'est vraiment ce féminisme blanc bourgeois qu'on a vu pendant très longtemps et qui est encore d'application actuelle, qui en fait se disait universel, parce qu'il disait qu'il centralisait les luttes. Mais en fait, non, on met en avant que les luttes qui concernaient directement les femmes blanches bourgeoises. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'on vide le terme convergence de son application. Et que oui, effectivement, là, on est dans une fausse convergence des luttes. Mais je pense que c'est nécessaire et on doit juste réfléchir à comment faire les choses correctement maintenant. Mmh. Tu parlais de centre et justement de cet aspect de centraliser. Nous, on dirait peut-être même instrumentaliser, voire même aspirer ou invisibiliser même. Du coup, parce que forcément, c'est une des questions qu'on abordait avec le groupe, c'est la question des obstacles forcément à la convergence et notamment à qui profite la convergence, quelles sont les personnes qui vont payer le prix de la convergence et selon toi, du coup, quels sont les obstacles principaux, quelles pourraient être les limites justement de cette convergence-là? Je suis complètement d'accord et je trouve que le terme d'aspiration, d'invisibilisation, c'est vraiment le terme qu'il faut utiliser
Parce que, pour reprendre encore dans l'histoire, parce que j'aime bien faire des parallèles d'histoire, parce que parfois on oublie en fait que des combats ils ont déjà été menés avant et qu'en fait on devrait s'inspirer de ce qui a été fait avant, et aussi les obstacles étaient déjà les mêmes à l'époque. Et donc je reprends un peu le contexte français parce que c'est un contexte qui est assez proche de nous finalement. Tu vois, quand il y a du coup le mouvement de libération des femmes dans les années 1970, si je me trompe pas, on a vraiment eu cette volonté. Elles ont eu cette volonté en fait de réunir toutes les femmes sous leur coupole et dire qu'elles portaient la voix de toutes les femmes. Et en fait, on a vraiment eu une instrumentalisation des femmes racisées, des femmes ouvrières et racisées, qui ont donné tout, mais tout pour la lutte, mais qui finalement, on n'a jamais répondu à leurs questions aussi spécifiques, qui étaient donc les questions de régularisation, de logement insalubre, de conditions de travail. Enfin, il y avait tous ces éléments-là qui étaient aussi très importants pour elles, pour leur survie, parce que ça a un impact sur la survie des gens aussi. Et ça, c'est un truc qu'on oublie aussi, je pense, parfois. On se dit non, mais il n'y a que l'IVG qui a un impact, donc il faut parler que de l'IVG. Non, il y a d'autres éléments aussi qui ont un impact directement sur la vie des gens. Et donc, moi, je vois encore ça qui a encore lieu actuellement. Donc, il y a beaucoup plus... C'est malheureux, mais du coup, il y a des collectifs qui décident en fait de ne plus collaborer avec certains collectifs dits mainstream ou qui se disent universels, parce qu'en fait, on utilise la main-d'œuvre de ces collectifs-là, généralement pour aller chercher un public en plus qu'elle n'arrive pas à toucher tout simplement. Donc, généralement un public racisé ou voilà, un public des marges, on va dire ça. Et quand je parle des marges, je parle pas de marges négativement, je parle du fait qu'on se réapproprie ce terme des marges en fait. Un public qui vient des marges, qu'elle n'arrive pas à toucher elle-même. Et donc, elles vont nous envoyer des collectifs s'épuiser au travail pour ramener ces personnes-là qui arrivent vont subir des violences en interne parce qu'aucun travail n'a été fait pour supprimer ces violences. Et c'est là où je comprends qu'il y a certaines personnes qui disent en fait on n'en peut plus, on n'a plus envie de ça. Et c'est pour moi, c'est ça quand je parle du fait d'aller vers le centre, c'est que pour moi c'est pas à nous, du coup les personnes des marges, d'aller vers ces collectifs-là. C'est à ces collectifs-là vraiment de faire le pas de l'autre côté. Et pour moi cette invitation à venir vers nous, c'est pas un pas vers... c'est pas un pas vers nous, c'est plus un pas vers eux. Enfin, c'est nous qui allons leur donner main forte, finalement, on est invisibilisés. Parfois, tu sais, on montre même pas tout le travail qui a été fait par des collectifs en dessous. Sur l'affiche, il y a juste la présentatrice et le collectif dominant qui est mis en avant. Et juste ça, ça veut dire beaucoup. Et quand tu parlais tout à l'heure de l'instrumentalisation, je pense qu'il faut aussi parler de ces mouvements d'extrême droite, c'est comme les Némésis, etc., qui se labellisent comme étant des mouvements pour la progressistes, alors qu'ils ne sont pas du tout, parce qu'en fait, si on parle pas, si on a un avis clairement raciste des choses, en fait, tu peux pas être dans une vision progressiste. Mais on a aussi beaucoup de manipulation, comme on dirait l'homonationalisme et le fémonationalisme, pour utiliser des grands termes, mais concrètement, ce que ça veut dire, c'est que d'un côté, on a l'homonationalisme, en fait, on va dévier les luttes donc pour les personnes LGBTQIA+, dans un but nationaliste. Alors, je dis pas que c'est pas bien d'être nationaliste, mais en fait, il y a tout un terme derrière le nationalisme. Ça veut dire quoi ? Quand on regarde dans l'histoire, c'est sous couvert du nationalisme qu'on a commencé aussi, que le nazisme a commencé à exister. C'est sous couvert du nationalisme qu'on a continué la colonisation. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'ampleur avec ce terme nationaliste. Et en fait, on voit comment on prend une lutte qui, en plus de revient souvent des milieux de la marge. Genre, on parle du voguing, mais par exemple, je prends l'exemple du voguing, mais c'est vraiment un parfait exemple, je trouve, qui vient des peuples de la marge, qui est vraiment blanchissé à outrance et qui, même après, est repris par les néolibéraux, qui vont te dire que non, ces personnes-là n'ont rien à voir dans le voguing, non, c'est pas politique, et en plus de ça, vous prenez un espace qui n'est pas le vôtre et vous êtes un autre. Et donc, on est vraiment dans un nous et un autre, où on manipule des luttes pour des intérêts politiques que moi je juge en tout cas d'extrême droite, avec une volonté d'exclusion. Et avec le nationalisme, on a des exemples partout, surtout en Belgique par exemple, qu'on a eu le cas avec le port du voile et l'imposition pour le coup qui avait lieu en Afghanistan et puis en Iran, tu vois. Et en fait, cette volonté de manipuler cette lutte de libération d'un côté pour imposer une vision de « mais vous voyez, en fait, on veut vous libérer, nous, ici, en tant que bonnes féministes, et vous ne laissez pas vous libérer du port du voile, en fait, et donc venez, on vient ensemble et on milite contre ce méchant islam patriarcal, parce que nous, on n'est pas du tout dans le patriarcat. » Et donc, pour moi, c'est tout ça, en fait, dans lequel on tombe, c'est dans cette instrumentalisation constante de toutes ces luttes qui, en plus, je le rappelle, quand même, viennent des marges, en fait, qui viennent des populations qu'on essaie d'invisibiliser. Tout comme quand tu l'as très bien dit, le terme même, le concept même d'intersectionnalité aussi, exact, qui vient des marges, qui vient notamment de Kimberlé Crenshaw, donc une femme noire, qui était dans un contexte de défendre aussi des femmes noires victimes de discrimination.
toi aussi, du coup, tu es aussi une femme noire, et donc tu es aussi bien placée pour comprendre, enfin, pour nous expliquer ça aussi, le fait qu'il y a instrumentalisation, il y a aussi, quelque part, piratage de tout ce travail-là. C'est ce qu'on a constaté aussi, notamment avec le concept de l'intersectionnalité qui a été développé par Kimberlé Crenshaw, donc une femme noire, pour défendre aussi d'autres femmes noires qui ont été victimes de discrimination. Et c'est aussi dans cette dynamique-là qu'on a, comme tu le disais, le centre qui aspire la marge. Est-ce que tu pourrais peut-être expliquer un peu plus ce que veut dire ces termes centre et marge ? Ah oui, donc quand je parle de centre et de marge, je parle en fait de l'idée qu'on a inventé le terme des personnes déviantes, des personnes issues de la marginalisation. Et en fait, quand on parle de marginalisation et de centre, c'est parce qu'on a dans l'imaginaire collectif un centre dominant, donc qui représenterait normalement ce qui est neutre, ce qui est donc collectif directement. Donc pour prendre un exemple concret, et je reparle encore des luttes féministes parce que c'est un peu plus simple, c'est le fait de croire que les féministes blanches vont pouvoir porter une voix totale et universelle sur l'ensemble des luttes. Et on les voit, elles, comme étant l'espace de neutralité, l'espace central. Après, les marges vont être du coup les personnes qui ne sont pas ces femmes blanches, en fait, au final. Et en plus, ces femmes blanches hétérosexuelles. Je préciserai aussi la sexualité dans tout ça, parce que ça a quand même un rôle. Ces femmes blanches hétérosexuelles qui, en fait, représentent la norme, et que dès que tu n'es pas issue de cette normalisation-là, d'être une femme blanche hétérosexuelle, là, tu tombes dans la marge. Et bien évidemment, on a différents type de marge dans ce cadre-là, parce que ça va pas être pareil entre une femme blanche lesbienne qu'une femme noire lesbienne, par exemple. Donc voilà, c'est un peu ça que j'entends quand je dis le centre et les marges. Ouais. Merci. Oui, parce que du coup, forcément, on a pas mal de développé de termes aussi, donc c'est bien aussi que ce soit clair pour les auditeuristes. On parle aussi enfin, tu disais plus tôt, quand je t'ai posé la question au début de l'interview, que selon toi, la convergence des luttes était nécessaire. Mais à partir de ce moment-là, on n'a fait que montrer que c'était très compliqué, très difficile, qu'effectivement, ça ne se faisait pas sans heurts. Selon toi, si c'est nécessaire, mais que c'est compliqué, comment est-ce qu'on fait alors ? Comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à une forme de convergence des luttes qui n'invisibilise pas, qui n'instrumentalise pas, en tout cas qui ne tombe pas dans tous les écueils dont on a déjà parlé ? Déjà, c'est vraiment compliqué. Hein. Je vise une utopie et je m'en rends bien compte quand je dis ça, mais je pense qu'il faut garder ce cap-là parce que c'est le cap qu'ont eu plusieurs prédécesseureuses dans leur dialogue et dans leur travail militant tant qu'universitaire, à se rendre compte en fait c'était la seule chose qui nous permettrait d'avancer pour vraiment viser une transformation sociale et c'est ce qu'on cherche en fait au final. Et pour moi, déjà, la première chose, et c'est ce qu'on essaye de faire, je pense, et surtout par ce podcast ou par d'autres, c'est de remettre au centre, pour le coup, le vrai centre, la définition des termes sans les vider et les invisibiliser comme c'était le cas. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais du terme de l'intersectionnalité, en soulignant qu'il a été aussi manipulé et invisibilisé. Et je pense que c'est un bon exemple, parce que pour moi, c'est via des mécanismes comme l'intersectionnalité qu'on peut atterrir à une convergence des luttes. Donc, pour reprendre un peu ce que ça veut dire concrètement, parce qu'on a évoqué d'où ça venait, mais qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'intersectionnalité, oui, effectivement, ça a été formulé du coup par Kimberlé Crenshaw, mais ça a été avant démontré par d'autres militantes, comme je pense à Watiam, ou encore d'autres personnes aussi sur le terrain qui n'ont pas mis le mot intersectionnel, même par le Cambay River Collectif aux États-Unis, tu vois, avec leur manifeste en 1978, encore une fois, qui disait vraiment qu'à partir du moment où on prend en compte les femmes noires, pauvres, lesbiennes, et qu'on prend leurs oppressions en compte, en fait, dans ce cas-là, on balaye tellement d'oppressions qu'en fait, on finit par balayer toutes les oppressions, en fait. Et c'est dans ce cadre-là aussi que l'intersectionnalité est importante. Et donc, quand on parle d'intersectionnalité, on parle du fait qu'une personne est souvent constituée d'intersections d'oppression. Je vais prendre mon cas, je suis une femme noire. Donc, en fait, je suis une femme et je suis aussi une femme noire. C'est pas une addition, je suis une femme et je suis noire. Donc, je suis une femme noire. Et donc, il y a cette intersection qui va se faire entre l'oppression que je vais subir en tant que genre, donc au niveau le fait d'être une femme, et le sexisme, en fait, qui en découle, et puis de l'autre côté, l'oppression que je vais subir au niveau de ma race. Mais ces oppressions-là s'additionnent, et ça crée quelque chose, une situation particulière. Et c'est vraiment ça que Kimberlé Crenshaw a voulu défendre, surtout dans le cas juridique dans lequel elle était, en disant attention, on est des femmes noires ici, donc il faut prendre les deux, et pas juste les additionner.
Vraiment prendre cette intersection, et j'insiste vraiment sur le mot de cette intersection-là, parce que souvent, en fait, il est oublié de plus en plus. On parle de plus, mais en fait, quand tu fais des plus, ben, en fait, tu peux encore avoir ces luttes qui sont toutes séparées, alors que finalement, elles font partie de certaines personnes, elles n'ont pas le choix, en fait, de devoir faire toutes ces luttes en même temps, au final. Et c'est pour ça que je dis que la convergence, elle est possible, parce que déjà, c'est une personne toute seule, elle a toutes ces luttes en elle, et qu'en fait, elle n'a pas le choix que de faire toutes ces luttes en même temps. Pourquoi est-ce qu'en tant que collectivité, on ne pourrait pas réfléchir à toutes ces luttes et voir en fait les intersections? Où sont ces intersections et comment est-ce qu'on peut avancer stratégiquement, bien évidemment, sur certaines questions? Et donc, c'est dans ce cadre-là que je pense que l'outil même de l'intersectionnalité est intéressant pour vraiment en fait se pencher sur les intersections qui existent, les jonctions possibles entre différentes luttes, là où elles se rencontrent, et après aussi pour comment dirais-je, pour ne pas tomber dans cette assimilation et ce fait que c'est aspiré directement par le centre, en fait, avoir vraiment une tournante de leadership. Et ça, c'est ce qu'on n'a pas pour le moment. Leadership, c'est un grand mot, mais c'est juste pour dire que oui, à un moment donné, il y a toujours des espèces de leaders dans des luttes, parce qu'il y a un mouvement qui est toujours mis en avant, en fait, et qui tire les autres mouvements, mais en fait, on ne devrait plus être dans ce truc d'attraction et de tirer des mouvements. On devrait vraiment penser en collectivité, et une collectivité, c'est aussi un endroit où on tourne. Et donc, on devrait aussi tourner par rapport aux différentes luttes qui sont présentées. Et donc, on ne peut pas comparer convergence des luttes quand les gens ne dialoguent même pas. Donc, ils parlent de convergence des luttes alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés, ils ne se sont jamais mis ensemble pour parler c'est quoi vos priorités, c'est quoi vos agendas. Pour pouvoir avoir des priorités, il faut pouvoir aussi avoir des espaces non mixtes. Alors, c'est pas que ça va pas ensemble, ça va ensemble, parce que parfois, on va vous dire, mais non, mais en faisant des espaces non mixtes, ben, vous participez à la convergence des luttes parce que vous faites une espèce d'exclusion. Mais en fait, non, être en non-mixité, ça permet déjà aux personnes de ne pas avoir des oppressions, comme on dit tout à l'heure. Tu vois, ce truc, tu rentres dans des mouvements et finalement, tu as plein d'oppressions. En fait, du coup, tu pars de ces mouvements, tu abandonnes même finalement parfois la lutte. Parce que ta santé mentale en a coûté quelque chose, et voilà, c'est vraiment sous-estimé aussi. Le burn-out militant aussi, enfin bref. Et donc du coup, je pense qu'en permettant aux personnes d'avoir des espaces en non-mixité pour pouvoir réfléchir à leur propre agenda, puis se mettre en collectivité ensemble, partager en fait nos agendas et voir aussi les similitudes et là où en fait on peut s'élever ensemble finalement, et faire une tournante de leadership pour pas toujours avoir le même collectif qui est en tête et qui finalement va ressortir ses propres préoccupations sans prendre en compte les préoccupations d'autrui. Là, on pourra aller vers une vraie convergence. Et là, on pourrait sortir le mot intersectionnel comme on n'arrête pas de le sortir maintenant, alors que finalement, même les espaces sont même pas pensés intersectionnels, parce qu'on parle aussi du validisme quand on parle de l'intersectionnalité, quelque chose qui est fort mis sur le côté. Donc, on adore bondir mon espace est intersectionnel. Et comme le rappelait Aïda Yancy il y a pas longtemps lors d'une conférence, mais en fait, on arrive, il y a plein d'escaliers, donc accès PMR, laisse tomber. On n'a pas du tout pensé à comment est-ce que les personnes grosses vont pouvoir se mettre dans cet espace. Un espace peut-être trop restreint, il n'y a pas assez d'espace pour que tout le monde puisse rentrer. Enfin, tous ces éléments-là, en fait, qu'on dénonce perpétuellement, mais qu'on ne met pas en place dans notre propre organisation. Et donc, ça demande du travail. C'est du travail, mais ça reflète aussi ce qu'on veut pour la société. Et donc, si on arrive déjà à le faire un peu en collectif, bah, je pense que c'est une manière, en fait, d'avancer vers cet objectif de changer le monde, en fait. Et c'est très utopique, et je sais qu'on va pas changer le monde demain. Non, moi, j'ai fait non. la paix sur le fait que j'allais peut-être mourir et que on sera encore en train de faire les luttes. Mais je pense que c'est une manière, en fait, d'y tendre. Ouais, mais tu présentes aussi l'outil, comme tu dis, l'intersectionnalité comme presque solution à la convergence des luttes, ou en tout cas comme bonne piste. Ouais. C'est intéressant parce que nous, on s'était posé la question de savoir si l'intersectionnalité étant un outil d'approche peut-être qui s'intéresse aux particuliers, qui s'intéresse parfois à l'individuel. Or, la convergence des luttes est censée rassembler de manière un peu plus collective. Comment est-ce qu'on fait, selon toi, cohabiter les deux ? Mais c'est ça, en fait, que je pense que c'est là où on a perdu l'aspect plus grand, je pense, parce que justement, quand on voit juste l'intersectionnalité comme étant quelque chose d'individuel, on oublie aussi la portée politique et collective de ce concept qui finalement est un outil, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que juste déjà en se décentrant, pour le coup, et en analysant le fait qu'en fait, ce concept-là, quand on prend comme on dit tout à l'heure, en fait, quand on prend le fait d'une personne noire, lesbienne, on peut mettre toutes les oppressions à cette personne, vraiment. On représente la personne avec toutes les oppressions possibles. Et donc, du coup, on doit prendre le concept de l'intersectionnalité pour pouvoir approcher sa personnalité. Mais cette personne-là, en fait, elle représente tellement de personnes parce qu'elle représente tous les types d'oppressions. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que, pour moi,
en prenant ces lunettes-là d'intersectionnalité, tu arrives à avoir une entrée plus collective, en fait, parce que tu te vises sur un individu qui n'existe peut-être pas, mais en fait qui existe. Il y a des personnes qui cumulent vraiment toutes les oppressions, vraiment les pauvres, ce qu'il n'a, parce qu'il faut avoir le cardio dans cette société qui veut pas, en fait, qui t'accepte pas. Et en imaginant en fait cette personne qui existe, donc qui a toutes ces oppressions, ça permet de balayer l'ensemble des oppressions. Et donc il faut vraiment partir de l'individu, mais pour l'élargir au collectif. Pour moi, c'est ma manière de faire. Je dis bien encore sur papier, parce que c'est très facile à dire. Hein. Théoriquement parlant, ça marche du tonnerre. Maintenant, comment le rendre actif au niveau réel c'est par ouvrir le dialogue. Et le dialogue, pour moi, là, il est fermé, il n'est pas ouvert. On ne parle pas, on ne communique pas, on ne parle pas, et on n'écoute pas les personnes principalement concernées. Ça te fait de plus en plus, parce qu'on a de plus en plus de collectifs en non-mixité qui prennent de l'espace, qui font des festivals, qui font des formations, enfin vraiment qui prennent de plus en plus d'espace. Ça fait trop du bien à voir et qui imposent vraiment leur agenda. Et qui, en fait, finalement, les gens se rendent compte, mais en fait, ils abordent cette thématique-là, en fait, du coup, ils abordent cette thématique-là, et cette thématique-là aussi, et cette thématique-là aussi, mais juste parce qu'en fait, ils ont décidé de prendre le fait qu'il y a des intersections, et que pour que tout le monde puisse être vraiment... pour qu'on puisse parler des luttes que tout le monde subit et est dominé, en prenant, encore une fois, ces lunettes-là, eh bien oui, en fait, ils avancent vers une convergence des luttes. Et oui, ils sont sur tous les combats. On dit, ouais, ils sont sur tous les combats, mais c'est pas vraiment être sur tous les combats au final, tu vois. C'est juste vouloir inclure tout le monde. Et c'est pour ça que c'est comme qu'on parle d'inclusivité. Parfois, on dit que l'inclusivité, c'est quelque chose d'individuel, mais pas du tout. Une société inclusive, une société qui va mieux. Mais ça, il faut que les gens acceptent en fait de retirer leurs privilèges pour ça. Et je pense que les gens sont pas prêts. Et c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de blocages. C'est parce que les gens sont pas encore prêts à accepter de certains privilèges vont devoir sauter pour qu'on puisse avancer et être dans un monde plus inclusif. Et tu fais bien de rappeler que l'intersectionnalité, finalement, doit être prise comme un outil, comme une approche, plutôt que comme un mythe. Exactement, parce que c'est ce qu'on revoit souvent dans... je vais utiliser un exemple, souvent dans des bios de profils, d'applications de rencontres, mon féminisme, c'est mon féminisme intersectionnel. C'est un peu cette même dynamique, en fait, du centre qui a pris le terme, qui en a vidé sa substance. Exactement. Et donc, comme approche, effectivement, comme tu le dis, ça peut permettre de comprendre à quel point toutes ces discriminations se croisent et que donc, à partir d'un individu, on peut revenir au collectif. Et en fait, la convergence des luttes, c'est aussi perçu parfois comme un mythe, comme une sorte d'idéal à atteindre. Et donc, l'idée, c'est d'aller plus vers le concret, comme tu l'as dit. Mais est-ce que toi, concrètement, dans ton expérience de militante, tu as pu assister à des tentatives de convergence, ou réussies ou ratées, hein, mais en tout cas, qu'est-ce que toi, tu as pu observer ? Moi, je pense que je vais prendre quelque chose de positif, parce que j'ai envie de prendre un peu du positif, comme ça donne un peu d'espoir. Je pense que l'exemple à laquelle j'ai assisté, donc là, c'est pas personnellement, mais c'est plus que j'ai pu voir en allant et en assistant, c'est quand il y a le collectif, du coup, le collectif des femmes sans papier, à Bruxelles, qui du coup s'est installé dans un bâtiment, dans un hôtel. Et en fait, on a vraiment vu la convergence des luttes. Pourquoi, selon moi ? Parce que tu avais d'un côté, du coup, je pense qu'il y a eu aussi une appropriation à un moment donné par les syndicats, mais allez, on a dit qu'on allait être positif. Parce qu'il y a, du coup, l'objet syndicaliste qui est beaucoup sur la lutte des travailleurs, tu vois. Mais sans penser, en fait, que dans les travailleurs en eux-mêmes, il y a des distinctions, en fait, au final. Il y a le racisme qui rentre en compte pour certaines travailleuses qui font qu'elles sont, certes, toujours dans des conditions insalubres, mais en plus, des mauvaises conditions de travail parce que ce sont des personnes racisées. Et j'ai l'impression que cette notion-là, elle est de plus en plus prise en compte, et aussi parce qu'il y a eu ce rapprochement du coup entre des syndicats et ces femmes du coup sans papier, mais qui ont laissé porter leur voix. Donc leurs voix n'ont pas été aspirées. Franchement, peut-être qu'elles ont été aspirées à certains endroits, mais comment elles prenaient de l'espace, en tout cas comment c'était elles qui parlaient, déjà juste ça. Parce qu'il y a toujours une volonté, beaucoup, et ça vient souvent du féminisme blanc finalement, de penser que les femmes racisées ne savent pas parler pour elles-mêmes. Surtout les femmes racisées issues d'immigration première génération. Alors là, vraiment, elles sont bêtes en fait. Elles ne savent pas parler, elles ne comprennent pas les codes. Tu t'entends, donc elles ne comprennent pas les codes, donc il faut qu'on parle pour elles. C'est très paternaliste cette vision des choses. Et là, on voit qu'elles parlent pour elles-mêmes, elles savent très bien ce qu'elles doivent dire, ce qu'elles doivent faire et c'est quoi leurs droits en fait. Et le syndicat est là pour porter
leurs luttes et pour faire comprendre aussi que ces luttes s'ancrent directement dans les luttes des travailleuses. Et donc pour moi, ça c'est un bel exemple de convergence des luttes parce qu'on a du coup le fait que le féminisme est abordé, que le racisme est abordé, que le capitalisme est abordé et qu'en fait, tout en commun, on se rend compte que tout ça, ça fait partie d'un même système. Un autre exemple, mais plus petit, peut-être, ce serait comment on a une tendance, enfin bon, c'est en tout cas dans les milieux antiracistes que j'ai fréquentés, pas tous les milieux antiracistes, je veux pas qu'il y ait une labellisation homophobe sur les milieux antiracistes, mais plus, parce que je pense que c'est plus une question de génération, et qu'il y a plusieurs générations qui n'étaient pas assez sensibilisées, qui ont cette vision fausse aussi que l'homosexualité n'existe pas en Afrique alors qu'elle a toujours existé. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'il faut qu'on aborde de plus en plus et qu'il y a des codes qui sont... Mais bon, je suis rentrée en confrontation avec des tontons, on va dire, ou qui ne voulaient pas accepter mon point de vue. Et comme je disais, qu'en fait, si on ne parle pas des personnes noires, trans ou des personnes noires homosexuelles, en fait, on parle pas. Parce qu'en fait, là, ça veut dire qu'on continue à valider un système d'oppression et qu'on ne se libère pas. Et finalement, j'étais tellement heureuse, finalement, après maintes et maintes conversations et maintes discussions, on a réussi à avoir une espèce de formation sur cette question. Ça permet d'ouvrir le débat et puis d'amener vraiment une vraie action, en fait, où on a eu, du coup, notre collectif, mon ancien collectif, du coup, qui s'est rejoint avec d'autres collectifs qui étaient vraiment spécifiques sur les luttes LGBTQIA+, et avoir vraiment une intersection pour visibiliser, en fait, les oppressions que subissaient, du coup, là, pour le coup, les personnes racisées, faisant partie de la communauté LGBTQIA+, mais aussi en fait comment cette convergence des luttes, elle avait lieu et comment est-ce qu'on devait du coup imaginer des actions collectives qui vont ensemble pour supprimer ces deux oppressions. Et c'était vraiment important, mais ça a été un travail de longue haleine, vraiment. Et ça que je veux dire que c'est fatigant parce que t'as l'impression que le combat il est perdu parfois et que tu comprends comment est-ce que des gens qui sont avec toi dans les luttes peuvent avoir des pensées pareilles, mais en fait tu te rends compte aussi de d'où viennent ces personnes, d'où est-ce qu'elles parlent, quelle a été leur éducation, enfin voilà, il y a tous ces panels-là à prendre en compte et se dire que c'est possible en fait. Et ces petits exemples-là, si on les multiplie, on arrive vraiment vers quelque chose de plus beau. Et c'est tout ce qu'on souhaite. Ouais, c'est vraiment ce qu'on souhaite. C'est vrai que c'est bien quand même de garder une forme d'utopie, comme tu dis. En tout cas, même si on travaille concrètement, mais on espère forcément que ça y arrive un jour. Parce que si t'espères pas, tu luttes plus, quoi. Enfin, on arrête. Et justement, tu disais que si on met pas quelque part au centre les personnes qui sont à la croisée de toutes ces discriminations, tu parlais de si on prend l'exemple d'une femme noire, lesbienne, invalide par exemple, on couvre tout ça, mais si on prend ça et qu'on en fait quelque part une forme de champion ou de Pokémon éphémère de la discrimination, est-ce que ça induit pas aussi une forme de hiérarchisation si on veut aller vers une convergence des luttes? Est-ce que selon toi, il n'y a pas ce terme-là qui apparaît à un moment donné de hiérarchiser justement les luttes? Mais si, je pense qu'il apparaît que je vais être y confrontée quand même, et je dois l'accepter dans le sens où ce serait malhonnête de ma part, je pense, de dire que non, pas du tout, il n'y a pas d'hiérarchisation des luttes, personne ne fait ça. Je pense qu'il y a aussi ce côté humain qui fait qu'à un moment donné, on essaie de primer une lutte sur une autre et qu'on dit qu'une lutte est plus importante qu'une autre. Ça, elle et moi la première, je pense que ça m'est parfois arrivé, que ça m'arrivera encore certainement, de parfois dire mais non mais vous comprenez pas en fait, c'est important, le racisme là c'est plus possible en fait, donc non en fait c'est vraiment important, c'est une priorité. Et c'est une priorité aussi parce que j'ai une vision que le monde capitalisme repose sur un monde colonial et qu'en fait que oui on doit aborder cette histoire de classification des races, mais voilà c'est mon point de vue, mais donc en fait oui je pense que c'est une des craintes dans laquelle on a, et là je vais pas faire la Superwoman, j'ai pas les clés pour répondre à comment est-ce qu'on fait en fait pour pas tomber là-dedans. C'est un risque qui est nécessaire. Je pense que c'est pour ça que quand je parle du fait qu'il faut vraiment discuter, c'est dans ce sens-là en fait qu'il faut la discussion doit vraiment être ouverte avec des retours encore et constants pour se rappeler un peu à l'ordre que là en fait on est en train de dévier, et ça veut pas dire qu'en fait quand on parle de convergence on parle pas du fait qu'il faut oublier ces luttes personnelles entre guillemets, dans le sens où c'est pour ça que je trouve que c'est important d'avoir toujours des groupes qui ont leur collectif, qui ont du coup leur combat, qui sont généralement plus quand c'est des collectifs marginalisés, donc qui ont vraiment leur combat qu'ils doivent porter en fait, parce que sinon personne va les porter, même si on a une vision de converger des luttes, on va encore mettre leur combat sur le côté. Donc ça c'est important de dire que je suis pas en train de dire que
les collectifs sur le côté qui sont en train de porter des combats en fait qu'on invisibilise constamment doivent arrêter d'exister parce que là on retourne dans l'aspiration des luttes. Et donc en fait ton combat n'existe plus. Donc peut-être des collaborations ponctuelles plutôt que une forme d'assimilation. Oui, c'est ça que je veux dire. Moi, quand je parle de convergence, c'est aussi de ce côté-là parce qu'il faut rester cohérent en fait au niveau de la pratique et sur le terrain. Tu fais bien du coup de le souligner parce qu'après on arrive dans une espèce de hiérarchisation et comme de par hasard, cette lutte qui vraiment était importante va complètement disparaître. Et c'est ça que quand je parle de convergence, c'est plus vraiment une collaboration pour avancer sur des luttes, comme l'exemple que je donnais avec les syndicats et les femmes sans papier. L'exemple que nous avons, on a continué à faire nos luttes antiracistes. Bien évidemment, pour le coup, c'est ce que pour moi c'était pas logique de faire de l'antiracisme sans prendre en compte les personnes LGBTQIA+. Mais parce que c'est global en fait et c'est une lutte. Et puis c'est ma vision afroféministe aussi qui parle, tu vois. Donc c'est d'où je viens aussi. C'est une vision qu'on rejoint. Voilà. Donc c'est ma vision qui parle aussi, mais j'entends bien que du coup les personnes qui sont dans un collectif LGBTQIA+ vont vouloir peut-être se focus sur leur lutte LGBTQIA+ et leur visibilisation et de certaines actions. Et en même temps, sur le côté, tu as aussi cette volonté, du coup, de continuer à avoir une convergence avec d'autres types de combats, parce que ça fait partie intégrale, en fait, finalement, de nos luttes. Donc, je sais pas si je suis très claire, mais en fait, visuellement, c'est vraiment, tu as ton petit groupe, puis après, tu as le gros groupe là, et en fait, tout le monde se connecte, s'interconnecte pour avoir un gros groupe qui fonctionne. Pour pas qu'il soit tout petit, ce groupe, mais qu'il soit vraiment gros et qu'il ait un énorme écho. C'est vrai que ça aussi, c'est très important, comme tu dis, la question de l'équilibre entre ses propres luttes et la volonté de la convergence, la volonté de quand même participer à ça. Et c'est vrai que, comme tu le dis très bien, ça peut exister sous forme de collaboration ponctuelle, ça peut exister sous forme de, à condition, comme tu dis, de peut-être de le garder, peut-être même sous forme prioritaire, sa propre lutte. Je l'imagine. Et tout à l'heure, tu parlais de risque nécessaire. Mm-hmm. Alors moi, quand j'entends risque nécessaire, je pense aux personnes blanches. Qu'est-ce que forcément la question, parce que si on parle de convergence des luttes et qu'on converge entre personnes victimes de discrimination, c'est déjà assez compliqué comme ça, ne serait-ce que, comme tu l'as dit, ne serait-ce qu'en termes jusqu'au sein des femmes noires, il y a déjà plusieurs types de féminisme. Alors du coup, la question c'est comment est-ce qu'on inclut les personnes dominantes, ou en tout cas qui sont moins à la croisée de ces discriminations au sein de la convergence des luttes. Donc peut-être le résumer de manière un peu polémique, avec ou sans les Blancs. Belle question. Moi, je crois au rôle d'allié. Je pense juste que... Donc, je vais prendre cette casquette-là. L'allié. Je pense juste que l'allié est très mal fait. Encore une fois, les concepts, ils sont tellement beaux quand ils sont sur papier. C'est tellement incroyable. Ça semble tellement bien fait. Mais après, en pratique, on dit oui, je suis un allié, mais t'es pas du tout une alliée. Parce que là, t'es en train de parler à la place de quelqu'un d'autre. T'es en train d'expliquer à quelqu'un qu'en fait, elle fait pas bien sa lutte parce qu'en faisant ça, tu participes à promouvoir la violence. En fait, c'est pas ce qu'il faut faire. Enfin, ça, on peut avoir un autre débat sur l'utilisation de la violence ou pas. Qu'est-ce qu'il faut dire la violence? Là, on voit bien le 10 septembre en France, ce qui s'est passé, le fait que, oh non, ils ont utilisé la violence, mais la violence de l'État, c'est une violence aussi. Voilà. Mais bref, tout ça pour dire que ça revient au même débat que est-ce qu'on utilise les master tools pour tu vois, démolir la maison du maître. Moi, c'est très compliqué pour moi de répondre à cette question. Je suis en perpétuel débat avec moi-même. C'est-à-dire que quand je tombe sur des bons alliés, je me dis « Oh oui, j'y crois ». Genre, je pense vraiment que c'est grave possible, en fait, quand t'as des bonnes personnes et qui ont un travail continu à faire, hein, je dis pas, mais qui, du coup, comprennent leur place, entre guillemets, et le fait qu'il faut savoir écouter, en fait, prendre du recul, être un allié qui pousse vers le haut, mais qui ne prend pas les gens comme une espèce de pantin qu'on doit montrer. Et regardez notre petit token de service, ou moi qui suis amie, regardez l'allié incroyable que je suis, et qui fait sa compagne d'alliés, là, sur les réseaux sociaux, il y en a plusieurs qui font ça. Mais quand je retombe sur des gens qui se disent alliés, et après tu vois comment ces personnes agissent, là, ça devient de nouveau compliqué pour moi de me dire « Oh là là, mais comment est-ce qu'on fait ?» Et c'est pour ça que je pense aux espaces en non-mixité, c'est trop important en fait. C'est trop important de conserver ces espaces-là, parce que sinon, on risque de se faire aspirer concrètement aussi. Et ça permet aussi de se dire « Ok, ça marche pas, pause. » Tu sais, des essais de convergence, il y en a eu tellement, au final. Hein. Je veux dire, depuis le début, je pense, il y a eu des tentatives de convergence des luttes qui ont échoué. Bien sûr. Et on réessaye, en fait, tout simplement. Et puis, si ça échoue, on se garde et on se retire, en fait. Si on nous manipule et qu'on veut pas de nous et qu'on nous fait croire qu'on veut de nous pour finalement nous utiliser, on se retire. Si, par exemple, je pense à la manifestation du 8 mars en 2020, quand, du coup, il y a le collectif, du coup, qui organise ça et qui se sent tout puissant aussi, excusez-moi, mais franchement, une vision très féministe universelle.
qui demande au collectif du coup qui voulait au collectif de femmes racisées de se mettre en première ligne pour l'ouverture, mais après c'est bon, allez par derrière. C'est ce genre de type d'allié là qu'on veut pas avoir en fait. On n'a pas besoin de vous. Si c'est pour essayer de nous donner une lumière de 30 secondes pour montrer au monde que regardez comment on est des bons alliés, mais après il faut nous dégager, c'est pas possible en fait. Et c'est ça que je reste très réaliste, c'est-à-dire que dans une utopie, encore très utopique, j'imagine une convergence des luttes avec les personnes blanches. Mais dans la réalité, il faut savoir se protéger. Si on est face à des personnes qui n'ont pas du tout fait le travail nécessaire pour pouvoir être des bons alliés, dans ce cas-là, on va se passer de vous, quoi, pour le moment, et on va avancer, quoi. Très bonne stratégie. Mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est un débat constant, et c'est aussi une forme d'équilibre, comme tu l'as dit, comme on parlait entre la propre lutte et la convergence des luttes, il y a forcément aussi un équilibre à trouver entre ces propres luttes et la volonté d'inclure des personnes qui peuvent potentiellement nous porter préjudice au sein de ces luttes. Oui, clairement, parce que la société nous fait déjà du mal. Donc, on ne va pas encore, en plus, se faire encore plus de mal. C'est un peu ma théorie maintenant, que j'applique pour me soigner, c'est qu'en fait, la vie est déjà dure. Donc, je n'ai pas encore rajouté des couches avec, dans les moments où je suppose être safe, ou en tout cas réfléchir en collectif, à devoir aller expliquer à quelqu'un. Mais en fait, on s'en fout que tu ne t'es pas rendu conscient que c'était un propos raciste parce que les bien inconscients. Et tu vois, là, tu rentres dans quelque chose, tu prends 1 heure à éduquer une personne et on n'est pas là pour ça au final. On n'est pas là pour s'éduquer. Là, on retombe dans la charge, charge mentale, la charge raciale. Ah oui, là, on est à 100%. D'ailleurs, on en parle aussi. Super. Petit teasing pour... Non, il faut en parler, on souffre. Ok, et donc tu me parlais quand même d'exemples que tu avais vécu, donc de convergence plus ou moins réussie en fonction du contexte. Toi, à un niveau personnel, qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir ce genre de dynamique, de convergence ? Moi, quand elles sont bien réalisées, ça m'apporte de l'espoir. Parce que là, je parle beaucoup d'utopie, donc on peut dire « Ah, mais qu'est-ce qu'elle est naïve, celle-là, elle est dans son petit monde et tout. » C'est triste à dire, mais j'étais fort négative, et je suis fort négative quand je vois l'état du monde. C'est dur, hein. Franchement, je trouve que c'est compliqué et qu'on se rend pas compte en plus qu'on fait partie du coup de ces personnes qui sont considérées comme étant autres et qu'on continue à nous dire qu'on n'a pas notre place. Ah ouais, moi j'en pleure, hein. Et puis quand je vois la situation en Palestine, en RDC, au Yémen, je me dis en fait on n'avance pas. Et donc c'est des moments en fait qui me donnent un peu d'espoir. C'est des moments où je me dis ok. J'ai l'impression qu'on n'avance pas, mais on avance un petit peu. Tu sais, quand je vois qu'on est plusieurs personnes à prendre les rues, un kéfi sur la main, mais ça veut dire quelque chose, en fait. Les personnes ne comprennent pas l'importance du kéfier, par exemple, mais pour moi, c'est pas juste, et c'est déjà super, mais c'est pas juste la population palestinienne qu'on porte ce symbole-là aussi. C'est en fait, on veut représenter le fait qu'il y a des oppressions colonialistes, structurelles, qui continuent à participer à cette élévation de l'impérialisme, en fait, au final, et qui continuent à nous maintenir dans des souffrances, dans des oppressions, et qui continuent à maintenir les mêmes populations, toujours les mêmes, dans ce même rapport de domination. Et qu'en fait, quand on parle de la colonisation, c'est du passé, en fait, elle est toujours actuelle et que ces mécanismes sont toujours là. Et donc oui, quand moi, je vois des personnes qui, de prime abord, devraient avoir des combats différents, mais se rassembler, tu vois, pour cette cause-là et en fait, entendre leur voix. Alors, on peut critiquer la manière dont tu fais entendre ta voix, le temps que tu as pris avant de enfin parler, ça, c'est autre chose. Mais ça fait du bien, ça fait vraiment du bien au cœur. Et donc, moi, quand je vois ces convergences de lutte-là, ça me fait aussi... Ouais, ça me fait du bien, quoi. Genre, ça me fait un peu d'espoir et de me dire, ok, vas-y, on peut encore s'accrocher, on peut y croire, on peut avancer, il y a moyen. Et ça fait du bien, ça fait du bien. Et c'est là que l'approche intersectionnelle, en fait, prend tout son sens, comme tu le disais tout à l'heure. C'est si on a compris ce qui se passe en Palestine, on a compris tout le reste. Et on en revient à ce qu'on disait, la colonisation aussi. Enfin, c'est au cœur de tout ça. Et c'est aussi pour ça, probablement, sûrement, que c'est si difficile à pointer du doigt, en tout cas si difficile à accepter que c'est ça le problème, parce que ça remet en question beaucoup de choses, beaucoup de dynamiques de domination. Exactement. Et je pense que c'est vraiment, tu le dis, c'est vraiment pour ça que c'est compliqué pour l'Union européenne, c'est compliqué pour plusieurs États. Et on voit bien quel État participe aussi à des pratiques pour même en Belgique, on va prendre juste notre cher pays, où maintenant on a la chasse aux manifestants palestiniens. Maintenant, voilà, on arrive à chasser les gens, à les arrêter. On dirait vraiment qu'on a une espèce de... Franchement, ça fait peur, en fait. Les policiers qui déboulent avec leur truc, qui balancent sur son bras et qui courent maintenant après un manifestant qui manifestait juste pour la cause... pour la fin d'un génocide, je rappelle quand même, on est en face à un génocide. Ça en dit beaucoup aussi sur les mesures qui sont prises pour réprimer ce type de mouvement.
Parce qu'en fait, oui, on essaie parce que quand on parle de la Palestine, on parle de toutes les oppressions qui sont mises en place par l'impérialisme et par, du coup, le colonialisme, en fait. Et c'est ça qui dérange, parce qu'on fait des liens, et ça dérange. Et c'est aussi pour ça qu'on essaie de se rassembler, qu'on essaie de se retrouver ensemble. C'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast, le podcast Les Déboussolés, pour donner voix aux personnes comme toi qui essaient de rassembler, qui essayent de mettre au centre le vrai centre, les vécus, et surtout les vécus intersectionnels, parce que c'est au cœur de notre travail. Et pour ça, un tout grand merci. Océane. Merci à vous. Merci pour ce travail, c'est trop bien. J'ai trop hâte de découvrir les autres épisodes. Et merci de faire ce taf, quoi. Vraiment, c'est important et nécessaire. Mais avec grand plaisir. En fait, si on peut justement inviter des personnes comme toi pour en discuter, en fait, ça ressemble pas à du travail, en fait. Okay, c'est trop bien. Très inspirant, tout simplement, d'avoir aussi ce genre de conversation. Est-ce que toi, tu aurais des conseils, peut-être, ou tu voudrais nous laisser sur un message d'espoir pour nos auditeuristes? Je vais laisser un message. Je crois que j'ai beaucoup parlé d'espoir, donc je vais plus parler de prenez soin de vous. Surtout que généralement, c'est les personnes principalement concernées aussi qui écoutent ce type de podcast. Après, c'est trop bien parce qu'on commence à toucher des personnes qui ne sont pas principalement concernées. Et ça, yes, qui commencent enfin à écouter d'autres voix. Mais il y a des militantes d'office et militantes qui vont écouter ce podcast. Et donc, prenez soin de vous. Voilà, vraiment, c'est hyper important. Ne pensez pas que vous avez toutes les luttes sur vos épaules. Quand on parle de collectivité, c'est de ça aussi qu'on parle, en fait. Il y a des relais. Donc, si quelqu'un est KO, en fait, quelqu'un d'autre peut reprendre. Et si on peut s'empêcher d'arriver au moment d'être KO, c'est encore super, quoi. Ouais. Genre prendre du temps pour soi. Vraiment, le care de base, ça vient des mouvements militants. Ça a été juste, clairement, instrumentalisé encore. Mais vraiment, vraiment, c'est hyper important. Mais la santé mentale, on n'en parle pas beaucoup, en fait, dans les milieux militants. Et en plus, quand on est une personne principalement concernée, on subit ces oppressions, on se bat contre ces oppressions de manière constante. Et je pense que c'est vraiment important de prendre soin de soi et prendre soin des autres aussi qui nous entourent. Voilà, oui, c'est vrai que vouloir le bien du collectif peut faire oublier notre propre bien-être. Exactement. Voilà. D'ailleurs, je refais un peu de pub pour notre propre podcast. Je vous renvoie à l'épisode Charge mentale, charge raciale, où on aborde aussi ces thématiques. Encore un tout grand merci, Océane. Merci à toi. C'est ainsi qu'on termine l'épisode d'aujourd'hui. Merci. Ensemble, nous venons d'explorer une nouvelle facette de l'intersectionnalité. Si vous souhaitez rejoindre l'aventure, retrouvez-nous sur nos réseaux, ainsi que sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Si vous souhaitez encore aller plus loin, retrouvez-nous en description où vous trouverez des trésors de ressources que nous avons concoctés pour vous. Nous remercions encore Bipax et Média Animation, ainsi que toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Vous venez d'écouter Les Déboussolés.